Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Boris Kilburg qui vient évoquer son exceptionnel parcours. Bonjour Boris. Bonjour Frédéric. Alors je résume votre parcours justement. Vous êtes né en 1984 à Moscou. Vous grandissez à Tel Aviv. Vous commencez vos études de piano à l'âge de 5 ans auprès de votre mère, puis auprès d'Arié Vardy entre 1995 et 2007. Le public belge fait votre connaissance lorsque vous remportez le 2 juin 2013 le premier prix au concours international Reine-Elisabeth ainsi que le prix du public de la VRT. Depuis, vous produisez régulièrement dans les salles les plus prestigieuses du monde et notamment au Concertgebouw d'Amsterdam, au Carnegie Hall, à l'Elbphilharmonie de Hambourg, au London South Bank Center, à l'Auditorium de Radio France, au Teatro Colón de Buenos Aires, mais aussi à Shanghai, Amsterdam, Tokyo ou Vienne. Vous collaborez avec les principaux chefs d'orchestre et orchestres du monde entier, notamment avec le Philharmonia Orchestra de Londres, les Philharmoniques de Londres, de Tchéquie, de Rotterdam, d'Oslo, d'Israël, les orchestres symphoniques de la NHK, de Baltimore, de Seattle, mais aussi au Proms de la BBC. Depuis 2015, vous enregistrez pour le label Naxos, publiant une série d'enregistrements d'œuvres de Beethoven, Schumann, Liszt, Rachmaninoff et Shostakovich, qui sont tous salués par la critique. Pour célébrer l'anniversaire de Beethoven en 2020, vous vous êtes lancé dans un projet unique en enregistrant et filmant les 32 sonates pour piano de Beethoven tout au long de l'année, mais aussi en bloguant sur ce processus au fur et à mesure qu'il se déroulait. Le cycle est sur toutes les plateformes principales numériques, mais aussi sous forme de coffret. Vous avez également enregistré l'intégrale des concertos pour piano de Beethoven avec le Royal Liverpool Philharmonic et Vassili Petrenko et les avez interprétés en cycle pendant 3 nuits consécutives avec le Brussels Philharmonic au Flaget Piano Festival 2020. Je vous propose de débuter notre entretien par le rondo Molto Allegro, 3e mouvement du 2e concerto en si bémol majeur de Beethoven, opus 19. L'Orchestre Philharmonique Royal de Liverpool est placé sous la direction de Vassili Petrenko.
Le rondo molto allegro, troisième mouvement du deuxième concerto en si bémol majeur de Beethoven, opus 19, dans l'interprétation de notre invité Boris Gilburg. L'Orchestre philharmonique de Royal de Liverpool est placé sous la direction de Vassili Petrenko. Alors dites-nous Boris, étiez-vous un enfant prodige? Un peu, peut-être. On a toujours eu un piano chez nous à la maison et quand j'avais 5 ans, j'étais certain que le piano était là pour que je le joue. Et j'ai demandé à ma mère qu'elle me donne des cours de piano et elle n'a pas voulu en disant que on a eu déjà assez de pianistes dans la famille. C'était elle, ma mère, aussi ma grand-mère et ma arrière-grand-mère. Moi, j'ai pas de souvenir direct de cette scène, mais c'était mes parents qui m'ont raconté. Et oui, et donc on a commencé à la fin. J'ai demandé pendant 3 semaines chaque jour de recevoir des cours. Et à la fin, ma mère a commencé à me donner des cours de piano. Et quand j'avais 7 ans, j'ai joué pour la première fois devant un public. Et à 8 ans, j'ai donné déjà un premier récital. Mon Dieu. Donc oui, vous êtes un enfant prodige, il n'y a pas de doute là-dessus. Et alors, quels étaient les héros musicaux de votre enfance? Arthur Rubinstein, premièrement, Émile Guilels, plus tard aussi Grigory Sokolov.
et encore plus tard Martha Argerich et Barenboim, et surtout dans la musique de Beethoven, et encore plus tard Wilhelm Kempff, aussi dans Beethoven et dans Schubert, mais pas juste de pianiste aussi. J'adorais toute ma vie Dietrich Fischer-Dieskau, Qui est un grand baryton, un un grand grand chanteur. baryton, Oui. et le grand chef d'orchestre Furtwängler aussi. Donc, il y avait plein d'héros. Alors, vous avez étudié avec Arje Vardi. Mhm. Quel message principal vous retenez de son enseignement? Mm. Donc, il était le prof principal de ma vie, donc c'est très difficile de donner quelque chose en 3, 4 mots, parce que presque tout ce que je fais maintenant est influencé d'une manière ou l'autre de ce que j'ai appris avec Arié pendant les presque 10 ans qu'on ait travaillé ensemble. Donc, peut-être le message principal que c'est ce qu'on trouve dans la partition, c'est ça la vérité finale. On peut trouver l'esprit et aussi la texture de l'œuvre dans la partition, et, et on peut trouver presque toutes les réponses à toutes nos questions dans la partition, et le respect avec lequel on doit travailler avec la partition. Donc ça reste toujours avec moi. Mais il y a toujours quand même un aspect subjectif parce que certaines partitions ne sont pas très complètes. Tout à fait. Donc il y a toujours l'interprétation, parce que sinon tout le monde jouait chaque œuvre dans la même manière, et c'est évident que c'est pas le cas. Mais le son, c'était pas, pas juste ce que Harry m'avait dit, mais c'est un sentiment très fort chez moi qu'il y a quelques vérités humaines, musicales, parfois même spirituelles, dans ces grandes œuvres avec lesquelles on travaille. Et le travail quotidien au piano, c'est un essai de se rapprocher à cette vérité. Et parfois, on essaye et on arrive, ou parfois on n'arrive pas, ou ça prend des années. Et parfois, on pense qu'on a trouvé quelque chose, et puis ça change parce qu'on change et nous-mêmes. Donc, c'est un processus qui n'a pas de fin, qui n'a pas de quelque chose de final. C'est un processus qui continue toute notre vie. Mais quand on arrive à un point que pour un concert, une soirée, on sent qu'on a vraiment pouvait toucher cette vérité, c'est quelque chose de très, très profond. Et alors, quand vous avez l'opportunité d'écouter des choses que vous avez faites précédemment, est-ce qu'il vous est arrivé, par exemple, de vous dire, ah ben, je ne suis plus du tout d'accord? Tout à fait, Ah tout à oui? fait. Donc, en fait, j'utilise l'enregistrement, même avec le smartphone, comme une partie du processus de travail. Je m'enregistre tout le temps parce que quand on joue, on est trop dans le moment, on n'arrive pas à juger la structure, le phrasé. Donc, pour avoir un peu plus d'objectivité, je trouve que les enregistrements quotidiens et, dont beaucoup. Et c'est presque tout le temps, si j'entends un enregistrement que je fais il y a 10 ans, je peux être d'accord ou pas d'accord avec l'interprétation, mais presque toujours je dis c'est pas moi, c'est une autre version de moi, ou même une autre personne, parce que avec tel un passage de temps, le changement est vraiment très grand. Et alors, est-ce qu'il vous arrive également de faire le contraire, c'est-à-dire que vous arrivez à un point où vous dites, je ne pourrais pas faire mieux avec cette œuvre que ce soir-là et je ne veux plus la jouer pour un certain moment parce que... Pas tellement, mais parfois, si j'écoute certainement des disques qui sont du côté technique, tous les disques sont parfaits dans notre jour. Parfois, je dis, l'interprétation que j'entends maintenant, je ne pouvais pas le faire mieux, mais si je jouais le même opus aujourd'hui, je le ferais d'une autre manière. Alors, nous avons la grande chance, c'est que vous êtes le premier prix du concours Reine-Elisabeth de Belgique. Alors, rétrospectivement, quel souvenir gardez-vous de cette aventure? C'était parmi les mois plus intenses et plus riches en souvenirs de ma vie. Je peux dire sans aucun doute que ça a changé ma vie. Presque tout ce que je fais aujourd'hui, je peux tracer d'une manière ou l'autre
au concours et au concert que j'ai reçu comme la grande partie du prix du concours. Et aussi, le contrat que j'ai avec Naxos, c'était influencé par des concerts que je donnais à Hong Kong et après le concours, où je racontais Klaus Heimann, le chef de Naxos. Donc oui, et aussi la connexion très chaleureuse avec ma famille d'accueil, euh, avec laquelle je suis toujours en contact et je reste assez souvent chez eux quand je suis à Bruxelles. Et, et j'ai gardé des autres connexions, des autres amis à Bruxelles, et où la connaissance a commencé pendant le concours, juste après le concours. Donc quand je joue ici à Bruxelles, soit à Beaux-Arts, soit à Flagey, c'est toujours un sentiment très spécial parce que la connexion que je garde toujours avec la Belgique et avec Bruxelles euh, reste toujours, oui, elle a toujours une place très spéciale dans mon cœur. C'est vraiment formidable pour nous. Alors, je propose justement de revenir à ce moment en écoutant le troisième mouvement du concerto numéro 3 de Rachmaninoff lors de votre performance au final du concours Reine-Élisabeth. L'Orchestre national de Belgique est dirigé par Marine Haslop.
Le troisième mouvement du troisième concerto de Rachmaninoff, capté lors des finales du concours Reine-Élisabeth, Boris Gilbert, notre invité, était au piano. L'Orchestre national de Belgique était dirigé par Marine Haslop. Alors, Boris, vous êtes parmi les musiciens qui étaient le plus actifs pendant la période de Covid Mm. et vous avez construit un projet absolument passionnant autour de Beethoven. Est-ce que vous pouvez nous en dire Tout plus? à fait. Mais premièrement, je dois dire que le projet était conçu juste avant la pandémie parce que l'année de Covid était aussi l'année de Beethoven. C'était l'anniversaire de 250 ans de sa naissance. Donc tout le monde faisait des choses autour de Beethoven et moi aussi. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai joué avant d'arriver à cette année, juste 9 parmi les 32 sonates de Beethoven. Et chaque pianiste sait que le 32 sonates de Beethoven, c'est quelque chose de très spécial pour nous. Mais je n'ai eu aucune idée comme spécial que c'est, parce que la découverte pour moi de l'esprit de Beethoven qu'on ressentit à travers de la musique était vraiment une découverte qui a aussi changé ma vie d'une manière ou l'autre. Parce que j'ai pensé toujours de Beethoven comme de compositeur dramatique. Si on pense de la cinquième symphonie, le troisième concerto, Coriolanus. Mais en fait, ce qu'on trouve beaucoup plus dans sa musique, c'est une recherche de la poésie, de la beauté, de la transcendance, qui commence déjà avec les premières sonates et qui arrive bien sûr à un sommet incroyable dans les dernières 5 sonates. Et aussi pouvoir suivre le chemin de Beethoven, parce que pour lui, il ne savait pas qu'il allait écrire 32 sonates pendant sa vie. Donc il regardait chaque sonate qu'il a écrit presque comme, oui, aussi comme un sommet de ce qu'il pouvait faire en ce moment-là. Même les plus petites sonates ont baigné de même attention et passion du côté de Beethoven, comme les grandes sonates, comme le Hammerklavier ou la Passionata ou la Pathétique. Et puis, on peut suivre aussi la transformation grande dans l'esprit et dans la langue musicale de Beethoven, qui sort du classicisme et arrive déjà à, je ne veux pas dire au romantisme, mais la transformation est très grande. Il nous montre des mondes incroyables dans les dernières sonates, des mondes que personne n'a pas vu ou imaginé avant Beethoven. Donc l'idée était d'étudier et filmer pour YouTube toutes les sonates. Mais il y avait des changements. Premièrement, Apple Music ont pris le projet, et puis aussi mon label a pris le projet. Donc, d'un projet qui était juste conçu pour l'Internet, pour YouTube, ça a devenu un projet plus professionnel, disons, aussi enfin plus commercial. Mais le changement beaucoup plus grand, c'était la pandémie de Covid, parce que tout est arrêté. Presque 80% des concerts étaient annulés. Et nous tous gardons toujours encore le souvenir de et comment c'était cette année vraiment difficile et douloureuse vraiment. Et ce que me permettrait de garder ma santé mentale, c'était le contact avec le public online. Donc j'ai commencé déjà en mars à faire du streaming de chez moi. Et au début, c'était juste parce que donc, personne ne savait combien de temps ça allait durer. Donc, on passait, peut-être ça passe dans des 2-3 semaines ou 2-3 mois. Mais à la fin, juste et pendant l'été, quand on a vu que oui, peut-être on a maintenant une pause, on a retourné au projet de Beethoven, mais j'ai partagé chaque note que j'ai étudiée avec le public online. Donc, ils étaient mes compagnons et pendant ces projets et pendant cette année. Et c'était l'amitié du public online et aussi l'esprit de Beethoven que accompagné pendant l'année. Et le sentiment que j'ai eu que
cet esprit de Beethoven qui est si, pas juste poétique ou baigné des lumières, mais il avait une énergie de vie que surtout dans cette année si difficile, ça m'aidait énormément. Alors, souvent on compare l'enregistrement d'une intégrale des sonates de Beethoven à l'ascension de l'Himalaya, Oui. mais vous, en plus, vous avez commenté vraiment très largement. Je pense que vous êtes le seul pianiste à avoir produit des commentaires très pertinents et passionnants sur chacune des séances d'enregistrement et chacune des sonates. Comment est née cette volonté de partager également de manière écrite votre expérience? Parce que j'aime ce qu'on parfois ne voit pas. Quand on sort sur scène pour partager juste la musique, le public voit juste le produit final, disons. Mais le produit final, il est né à un certain moment et on a vraiment un processus pour chaque œuvre jusqu'à arrive au point qu'on peut le partager sur scène. Et là, comme c'était un projet online, j'ai eu vraiment l'opportunité de montrer tout le processus, tout le behind the scenes. Et moi, j'adore lire aussi ou voir comme les chefs préparent les repas ou des choses comme ça. Donc, j'aime le mécanisme qu'on ne voit pas normalement. Et c'était peut-être la raison et pour laquelle j'ai voulu aussi partager le processus de préparer un morceau de musique. Et aussi, ça me donnait un focus parce que quand on doit mettre les pensées sur le page, ça, oui, ça vous focus, ça vous demande de savoir vraiment ce que vous voulez dire. Et parfois, c'était vraiment difficile à écrire. Je me souviens, j'étais assis pendant des heures et devant le page vide, juste en essayant de trouver les vrais mots pour garder l'esprit de Beethoven que je pensais de retrouver dans le sonate et de le partager aussi en mots. Et je suis sûr que quand je reviens à l'intégrale, je pense à l'année 2024-25, je vais faire encore comme des concerts, oui, en 7 ou 8 soirées. J'espère qu'aussi en Belgique. Donc, je suis sûr que ce sera encore un changement, encore une transformation, parce que c'est très clair qu'on ne peut pas tout découvrir dans un an. Certainement pas quand c'est parfois juste le premier rencontre avec les sonates. Alors, est-ce que vous éprouvez également le besoin d'enregistrer l'intégrale d'œuvres d'autres compositeurs? Oui, donc c'est là que les buts de Naxos et les miens sont tout à fait d'accord. J'adore explorer l'œuvre intégrale de compositeur ou l'autre. Et pour le moment, je suis dans un projet de 2 ans de jouer l'intégrale de Maurice Ravel. Pas encore de l'enregistrer parce que ça prendra plus de temps, mais quand même d'explorer tout ce que Ravel a écrit. Et comme je vu aussi dans l'intégrale du sonate de Beethoven, et pour l'année qui vient, 2023, je vais finir avec l'intégrale de concerto de Rachmaninov et je vais aussi continuer avec l'intégrale des œuvres pour piano solo de Rachmaninov. C'est juste que, oui, ça... Là, vous ne voyez pas juste le highlight, vous voyez vraiment la vie entière d'un compositeur et vous pouvez vraiment le rencontrer aussi comme une personne humaine. Parce que là, on voit tout le côté. Et moi, je le trouve vraiment très touchant et aussi, ça m'explique beaucoup plus sur l'esprit de compositeur ou de sa manière de penser que juste jouer les œuvres le plus célèbres. Alors, je vois que vous parliez de l'énergie vitale de Beethoven, mais à vous entendre et entendre toutes les activités, vous avez également beaucoup d'énergie vitale et nous en sommes très heureux. Alors, je vous propose de vous écouter dans l'Adagio sostenuto de la sonate en do dièse mineur, opus 27, numéro 2.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical. Notre invité, Boris Gilbert, interprétait l'Adagio sostenuto de la sonate au clair de lune, un enregistrement Naxos. Alors, une autre activité, vous avez un autre blog qui s'appelle Classical Music for All. Est-ce que c'est important pour vous de communiquer, tout simplement, généralement, sur la musique, comme par exemple Bernstein le faisait en son temps? Oui, donc Bernstein, c'est toujours le modèle pour nous parce qu'il le faisait comme personne d'autre. Mais pour moi, la musique classique est ma grande passion. Mais par exemple, mes amis d'enfance ne sont pas du tout musiciens et pour eux, la musique classique, c'était quelque chose d'étrange, un peu, oui, donc pas le type de musique qu'ils écoutaient. Donc j'essayais toujours de les convertir afin de... Donc vous êtes évangéliste un petit peu. Oui, un peu. Donc c'était... c'est juste maintenant que je comprends que la musique classique, pour nous, ceux qui la connaissent, c'est quelque chose de très clair et très connu. Mais pour les gens qui ne s'occupent pas de la musique classique, on peut très simplement se perdre un peu dans la structure d'une sonate. Et c'est quoi une sonate? Ça n'existe presque pas sauf dans la musique classique. Donc, j'ai commencé à écrire de listening guides, donc guides d'écouteurs, pour mes amis, pour essayer de leur montrer ce que je trouvais dans la musique. Et c'était juste là qu'ils m'ont dit pour la première fois qu'ils comprenaient de ce que je parlais avant. Donc, j'ai continué avec ça et sur un blog qui n'est pas juste pour mes amis, mais pour tout le monde qui veut le lire. Et donc, quand j'ai fait le projet de Beethoven, le blog de Beethoven a remplacé le blog de Classical Music for All. Et maintenant, j'écris aussi tous les textes pour les enregistrements. Et ça prend toujours énormément de temps. C'est très difficile. J'aime vraiment les avoir écrits, mais les écrire, c'est un défi. Et peut-être l'année qui vient, donc, j'ai un projet pas encore certain de faire même un podcast sur les sonates de Beethoven, donc aussi partager la même chose, mais avec un autre public. Donc oui, et c'est juste le désir de partager l'amour, la passion que je ressentis pour la musique classique avec le public le plus grand possible. Alors, parmi ces articles qu'on trouve dans Classical Music for All, il y a cette histoire vraiment très très drôle sur les chauves-souris et Ravel. Ah oui. Est-ce que vous pourriez nous raconter de quoi il s'agit? Oui, tout à fait. Non, ça j'avais écrit pour Guardian parce qu'il voulait avoir quelque chose de drôle qui s'est passé pendant le concert. Donc c'était je ne peux pas dire où, c'était un petit théâtre et là, il y avait une colonie de chauves-souris qui habitait au-dessus de la scène et j'ai joué un programme, je pense que c'était Prélude de Rachmaninoff, puis la 8e sonate de Prokofiev, sonate de guerre, et puis la valse de Ravel. Et de plus en plus, pendant le concert, des épreuves de la critique des chauves-souris a commencé à tomber sur le clavier. Oui, donc... le public, et puis après, il me disait que tout le monde s'amusait énormément. Pour moi, en ce moment-là, sur scène, c'était plutôt de la stress et de choc, un peu. Traumatisant, oui. Un peu. Mais maintenant, c'est une belle histoire qu'on peut raconter. C'est très, très amusant. Alors, Boris, nous avons comme tradition d'offrir à nos invités la possibilité d'écouter un morceau de votre choix. Et vous avez choisi Beyoncé. Alors, pouvez-vous nous expliquer? Donc, la chanson s'appelle Pray You Catch Me. C'est le premier track de l'album qui s'appelle Lemonade. Donc, pour moi, c'était vraiment pour tout le monde. Tout le monde sait déjà que Beyoncé est une des plus grandes artistes qu'on a dans notre génération et de notre temps. Mais parfois, pour les musiciens classiques, on n'écoute pas autant de musique plus populaire. Donc c'était vraiment un choc pour moi de découvrir le talent énorme de Beyoncé. Et c'est juste ça que je veux partager
la complexité, la profondeur et juste, oui, de la génie que je trouve dans sa musique. Et c'est juste pour ça que je voulais partager ça. Mais c'est très étonnant parce qu'on aurait cru que vous étiez plongé 100% dans la musique classique. Eh bien, pas du tout. C'est un choix qui m'a surpris, mais qui est tout à fait valable, évidemment. Parfois, surtout quand les jours de travail sont si intenses et focusés, je ne peux pas écouter de musique classique. C'est trop. Parce que c'est la même partie du cerveau qui était occupée déjà pendant tout et la journée entière. Donc c'est là que j'ai vraiment besoin de l'autre genre de musique. Et c'était là que j'ai découvert, pour moi, la musique de Beyoncé. Et oui, donc... Alors, on va écouter Pray You Catch Me de Beyoncé. You can taste the dishonesty, it's all over your breath as you pass it off so cavalier. But even that's a test, constantly aware of it all. My lonely ear pressed against the walls of your world, praying to catch you whispering. I'm praying to catch me listening. I'm praying to catch you whispering. I'm praying to catch me. I'm praying to catch you whispering. I'm praying to catch me listening. I'm praying to catch me. Nothing else ever seems to hurt like the smile on your face when it's only in my memory. It don't hit me quite the same. Maybe it's a cause for concern, but I'm not at ease, keeping my head to the curb, praying to catch you whispering. I pray you catch me listening. I pray to catch you whispering. I pray you catch me. I pray you catch me. I pray you catch me. I'm praying you catch me. What are you doing, my love? Nous venons d'écouter Pray You Catch Me de Beyoncé. Il s'agissait du choix de notre invité Boris Gilburg. Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup Boris Gilburg. Merci à vous Frédéric. Notre invitation. Alors je rappelle que vous sortirez en avril le premier, quatrième et la Rhapsodie sur un thème de Paganini de Rachmaninoff chez Naxos. Merci à Carlos Amajora d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les jeudis à 14h et les dimanches à 9h. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.